Bon, mardi de la semaine dernière, j'ai gentiment été invité par le musée de l'armée et Sony à découvrir le nouveau film de Ridley Scott, Napoléon. Quelques jours après, au moment où j'écrivais cette vidéo, j'avais un mal de crâne des enfers et ce qui ressemble fort à une grippe de qualité, hein. Part de moi se dit que c'est peut-être pas un hasard. Probablement pas. Bref, Napoléon est donc le 28e long métrage de Ridley Scott, réalisateur connu surtout pour ses films historiques, disons plutôt inspirés de l'histoire. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette nouvelle interprétation du personnage, campé par Joaquin Phoenix ici, elle était très attendue. Voilà, faut dire que les images qui nous parvenaient depuis presque 2 ans, ouais ça 2 ans je dirais, sans parler des indices que Ridley Scott avait lâchés lui-même, en fait on avait de quoi se poser beaucoup de questions. Si les costumes montraient visiblement un bel effort, beaucoup d'éléments avaient tendance à me faire lever un sourcil. Dès la promo du film, ce dernier semblait déjà ne pas savoir tellement où il voulait aller. Et après, maintenant que j'ai vu le film, je peux vous dire que c'est bien pire que ça, hein. Encore pire à mes yeux, Napoléon restera dans ma mémoire comme le film qui m'aura définitivement fait perdre espoir en Ridley Scott, même si ses productions de ces dernières années avaient déjà bien érodé cette confiance. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir passé une sorte de frontière ou un point de non-retour, je sais pas trop comment le dire. J'en suis un peu triste. Voilà, j'ai un peu posé le truc, comme on dit, vous savez où la vidéo va aller, hein, pas de grande surprise. Je vais pas particulièrement spoiler le film, dans l'absolu, y a rien à spoiler dedans en plus, vraiment, ne vous en faites pas. Avant de rentrer dans le vif du sujet et commencer un peu le carnage, je vais vous aider à terminer vos courses de Noël qui vous prennent déjà la tête en vous parlant du sponsor du jour, Holzkern. Partenaire de la chaîne depuis plus d'1 an, Holzkern est une maison autrichienne de montres, de bijoux et de lunettes de soleil dont je suis particulièrement fan. Leur idée est très simple, produire des jolis objets avec des matériaux naturels comme le bois ou la pierre, tout en s'assurant que leurs matériaux sont respectueux de l'environnement et puis également n'encouragent pas le pillage ou la déforestation. C'est plutôt pas mal. Oh, d'ailleurs, si vous vous posez la question, Holzkern en français, ça se traduit par noyau de bois. Alors, bon, personnellement, j'aime beaucoup l'idée de pouvoir avoir un peu de jolis matériaux sur soi. Je trouve que les accessoires comme ça, c'est un bon moyen d'y parvenir. Le contact du bois est toujours bien plus chaud que le métal, et à porter en montre et en bijoux, c'est plus agréable et plus durable aussi. Et évidemment, vu la période, ça fera des cadeaux parfaits pour Noël, d'autant plus que leurs gammes sont toujours très vastes mais très élégantes, et il y en a pour tous les goûts. Holzkern s'engage aussi à ce que toute commande passée avant le 21 décembre arrive à bon port sous le sapin pour le 25. Personnellement, je sais que je vais probablement mettre quelques cadeaux Holzkern dans la hotte, mais je peux pas vous dire quoi parce que ma famille regarde mes vidéos. Voilà, donc ici, je commence à avoir une petite collection de montres Holzkern. Je dois dire que je ne m'en lasse absolument pas. C'est encore une des rares sponsors où je demande à être en partie payé avec des produits, même après 1 an de collaboration. C'est vous dire mon attachement à cette marque, et donc je suis ravi de pouvoir refaire une sponsor avec eux. Vous allez rire, je faisais mon petit montage là tranquillement, et j'étais tellement concentré à l'idée de vous dire qu'Holzkern c'est vachement bien, parce que c'est vachement bien, que j'ai complètement oublié le classique, lien dans la description, code promo qui vous permet d'avoir moins 15% de réduction sur toute la boutique Holzkern. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Merci à Holzkern d'avoir une nouvelle fois sponsorisé cette vidéo, ça permet de financer la production, mine de rien, c'est important, c'est ce qui vous permet d'avoir des vidéos quoi. Et puis moi de vivre. Bon, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, faut-il voir Napoléon de Ridley Scott. Allez, cette vidéo je vais la diviser en 2 parties, le bien et le mal. Pour savoir par quoi commencer, je prends une pièce, face c'est le bien, pile c'est le mal. Ah, pile, on va le refaire. Pile encore, mais en 3 coups gagnants, on va dire. Pile, non mais on va commencer par le bien. Je pense que déjà ça ira beaucoup plus vite et que j'ai pas envie de commencer à parler du mal parce que ça va être long. Alors, le bien. Mon sentiment, en fait, en sortant du film, c'est que Ridley Scott offrait là peut-être un de ses plus beaux ouvrages, visuellement parlant, cette désagréable habitude des filtres bleus ou jaunes. Et ben, je trouve ici que ça a un certain sens artistique, parce que chaque région a sa propre colorimétrie. Pour Toulon, donc dans le sud de la France ou la campagne d'Égypte, on est sur le classique jaune qu'on voyait déjà dans Kingdom of Heaven. Dans les pays du Nord et de l'Est, évidemment un bleu impossible à détacher des productions de Scott ces dernières années. En France, on est sur une image un peu étrange, aux couleurs écrasées, vaguement passées, très désaturé.
Après tout, c'est un classique du cinéma historique 6 ans ces derniers temps. Mais en Russie, on a quelque chose que j'ai trouvé assez étonnant, c'est-à-dire un ensemble de couleurs qui m'ont fait penser à de vieilles photos historiques recolorisées. Alors d'ordinaire, je crache beaucoup sur les effets colorimétriques de Ridley Scott, mais dans ce cas, comme on a un passage d'une ambiance à l'autre, bah ça fonctionne bien mieux qu'un lissage monochrome sur tout le film qui n'a pas forcément beaucoup de sens. Là, artistiquement, bah ça tient vachement plus la route. Faut avouer également qu'il y a eu un bel effort de fait sur les costumes, c'est pas parfait, hein, bien entendu, mais dans l'ensemble, ça ne trahit pas vraiment la période, et vous savez qu'à mes yeux, c'est toujours le plus important, pas forcément être réaliste jusqu'au bout, mais ne pas trahir sa période. Oh, cela dit, vous en faites pas, le film trouve d'autres moyens de trahir la période, on va en reparler plus tard. Hein. Après, il y a quelques mélanges, mais on voit assez bien les différences de mode de telle ou telle période de la carrière de Bonaparte, et des gens autour de lui. J'ai particulièrement aimé le travail du début du film. On a la mise en scène de cette armée révolutionnaire équipée un peu comme ça vient, en complétant le manque d'uniforme pour tout le monde par des habits civils. Mais également, on a, et ça c'est mon petit truc à moi, l'incroyable style des uniformes bourgeois civils entre la Convention et le Directoire, c'est-à-dire entre 1793, où commence le film, et 1799, coup d'état du consulat. Donc je trouve que ça a un style fou, et que les comédiens, les acteurs ont réussi à vachement bien s'en emparer, et du coup, c'est classe. Voilà, je suis pas très fan des modes d'Empire. Par contre, toute cette période-là de transition, écoutez, c'est superbe. En tout cas, moi j'adore. Oui, après, je regrette encore et toujours des civils un peu crades tout le long, mais c'est classique, je crois que je suis pas bien habitué. Et en fait, en dehors de ça, moi j'ai trouvé tout ce début de film assez satisfaisant. On se plonge plutôt vite dans les personnages, et puis dans une action extrêmement bien menée et filmée avec la prise de Toulon par Bonaparte. À ce moment-là, il est encore juste général, c'est la période finale de la Révolution française, donc c'est assez chouette de le montrer. Mais bon, de manière générale, les batailles, c'est un gros point fort du film, parce qu'il faut bien quand même trouver des points forts au film, voilà. Les scènes de bataille sont particulièrement intéressantes. De manière générale, l'art de Ridley Scott ne s'exprime jamais autant qu'à travers des mises en scène couper le souffle, et là c'est particulièrement visible avec les scènes de bataille qui n'ont absolument rien d'historique, à un moment faut le dire, mais Ridley Scott a choisi de prendre quelques éléments marquants de chaque bataille pour en offrir une version stylisée, esthétisée presque à l'extrême, et le résultat c'est un tableau artistique, symbolique, où la réalité s'efface devant l'art. Voilà. Et pourtant, on ne trahit pas vraiment l'esprit des batailles. C'est là où on touche du doigt un truc que je trouve absolument passionnant, avec des costumes à peu près corrects, des accessoires à peu près corrects aussi, et une vision artistique très marquée, très poussée, et la nécessité de représentation réaliste d'une bataille, elle s'efface plutôt au profit de son aspect symbolique. Et je crois que c'est le premier film historicisant très grand public à assumer autant cette idée, cet équilibre entre les deux, avec quelque chose qui ne trahit pas la bataille elle-même, mais reste extrêmement artistique, extrêmement esthétique, où vraiment Ridley Scott a reconstruit je sais pas comment dire ça, mais a construit même des tableaux, où vraiment il y a des moments où j'étais devant l'écran à me dire, attends, mais c'est... Ok, je sais que c'est pas réaliste, à aucun moment ce que je vois est réaliste, mais qu'est-ce que c'est classe. Il y a vraiment ce truc de... Vraiment, c'est cool. C'est pour ça que le reste est aussi décevant, en fait, hein. Bon, on va finir la partie bien avant de passer sur le reste. Voilà, donc cette histoire de bataille, moi c'est une proposition qui m'a assez séduite, voilà, franchement. Et puis il y a la musique aussi, mention spéciale à la musique, hein, c'est toujours le point fort des films de Ridley Scott. Et cette musique, elle parvient à alterner des ambiances épiques et des chants historiques pour vraiment habiller le film assez merveilleusement, enfin plutôt cool. Il y a toujours une chanson d'époque ou un chant corse, ouais, chant corse, pour appuyer des moments très précis du récit, et c'est jamais au hasard, c'est toujours très marquant, ça fonctionne hyper bien. Voilà, globalement le film est beau, la mise en scène est très réussie, la musique fonctionne bien, mention spéciale aussi à la volonté d'intégrer et reproduire des tableaux historiques, parmi les plus connus ayant forgé l'image légendaire de Napoléon en Égypte, le Sacre, etc. Ridley Scott reproduit les tableaux, j'en ai repéré environ une dizaine dans le film je crois. Voilà, donc à mes yeux, le visuel ne trahit ni la période, ni le propos, et c'est assez plaisant, mais malheureusement, c'est pas le cas du scénario, de la narration, de la construction des personnages. Autrement dit, tout ce qui sert à un film pour tenir la route. C'est le début de la partie naufrage, là. Hein. Je sais pas par quoi commencer tant. De ce point de vue-là, il m'a l'air un peu catastrophique. Hein, voilà. Commençons par une impression générale. Le film ne sait jamais ce qu'il veut être. Une comédie romantique, dramatique, un film historique, un biopic, une fresque épique. Il essaie d'être tout ça à la fois,
Mais le mélange n'est absolument pas naturel, c'est pas subtil. En fait, il n'y a pas de mélange du tout, puisqu'en fait les scènes se succèdent avec des cuts ultra brutaux, sans lion, et avec plusieurs années de différence entre les deux parfois. Du coup, c'est difficile de raccrocher les wagons, et surtout si vous connaissez mal la période, ça va être encore plus compliqué. Le film ne fait aucun effort de médiation. Mais en fait, on a plus l'impression d'assister à une succession de clips pendant 2h40, ce qui permet évidemment de ne jamais vraiment rentrer dans une ambiance, dans un récit, dans la narration elle-même, parce que tout est séparé, tout est décousu, et les liens sont rompus à chaque changement de scène. Alors décousu et liens rompus, voilà, c'est pas terrible. Enfin, côté personnage, n'espérez pas trouver ceux qui ont été indispensables à la vie de Napoléon. Hein. Si un personnage secondaire a plus de 3 lignes de dialogue, en dehors de Joséphine, l'épouse de Napoléon, ce personnage, il a de la chance, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Son frère dans le film n'est jamais nommé, et je soupçonne que ce soit une combinaison de tous les frères de Napoléon. On a Talleyrand également, qui est un des plus grands politiciens de l'histoire de France, de toute l'histoire de France. Il est montré comme un homme inutile, qui manque profondément de finesse. En fait, c'est tout l'inverse de ce qu'il était. Voilà, la mère de Bonaparte n'intervient qu'une seule fois pour une tâche des plus discutables. Ses maréchaux ne sont jamais nommés. Et à tel point que c'était un grand jeu pour moi dans le film d'essayer de deviner qui est qui. Voilà, c'est assez rigolo. On a un Alexandre Tsar de Russie qui a un peu de présence, faut lui reconnaître, c'est pas si mal. Et alors parfois, vous avez un truc un peu bizarre, c'est-à-dire que les personnages disparaissent sans explication. C'est le cas de Junot par exemple, l'aide de camp de Napoléon, qu'on voit dans toute la première partie du film, et pouf, à un moment il est simplement plus là. Alors que l'acteur jouait vachement bien le rôle, c'était assez cool, et c'est un personnage historique absolument passionnant, ça aurait été intéressant de, je sais pas, peut-être d'avoir un suivi, enfin, je sais pas. Vraiment c'est un personnage, on a le temps de s'y attacher, et hop, il est plus là, alors, littéralement plus là, on n'explique pas. On va peut-être raconter l'histoire de ce personnage un jour historique qui a fini sa vie, il est mort, il avait 41 ans dans ces eaux-là, une quarantaine d'années, après avoir vu sa santé mentale complètement décliner et tout ça. C'est un personnage qui a une vie absolument incroyable, et voilà, bref, je digresse encore une fois. La grande exception, c'est un Britannique, bien évidemment, en la personne du duc de Wellington, qui finit par battre définitivement Napoléon à Waterloo. Et alors, c'est amusant, parce que le film s'ouvre sur une défaite britannique, mais très très vite passée sous silence, oulala, sous le tapis. Mais elle se termine avec une victoire brillante des Anglais, très bien, très longuement mise en avant, comme étant largement meilleure que Napoléon. Voilà, et entre les deux, les Anglais sont inexistants, ils sont quasiment absents. Étrange, hein, parce que quand même, vu la période, c'est un peu étonnant qu'on n'ait pas d'Anglais. Mais bon, ça a du sens en réalité. Allez, bon, j'ai repoussé ça tant que j'ai pu, mais il va falloir parler des personnages principaux. J'ai pas très envie. Voilà, parce que ça va me donner envie de chialer, c'est surtout que ça va m'obliger à m'en rappeler. Le film était décrit par Ridley Scott comme la mise en scène magnifique de la relation entre Napoléon Bonaparte et son épouse, Joséphine de Beauharnais. Et pour commencer, je pense qu'on n'a pas du tout la même notion de magnifique, mais ensuite, c'est bien simple, je pense que le réalisateur a gommé quasiment tous les éléments clés de cette relation. Tous. Voilà, Joséphine, elle est montrée comme une gamine complètement flinguée, capricieuse, aussi malsaine que son mari. Je spoil un peu la suite sur Napoléon. Voilà, elle est bien plus jeune que Bonaparte, et montrée comme responsable, plus ou moins, de tout ce qu'il fait, pense ou dit, de près ou de loin, voilà. Alors bon, si on sait que Joséphine avait effectivement une influence notable sur son mari, il y a des limites, hein, voilà, et tout l'intérêt de ce couple, il est effacé au profit d'une romance adolescente, toxique. Enfin, dommage pour la vraie Joséphine, hein, parce qu'elle était âgée de 5 ans de plus que Napoléon, et bien plus fine que ce que ce pauvre tableau peint par Ridley Scott veut nous montrer, voilà. Au final, c'est médiocre. Médiocre, c'est aussi comme ça qu'on pourrait définir l'interprétation de Napoléon, hein, on pourrait la résumer comme ça. La première moitié du film, il est impossible d'y croire tant la différence d'âge entre Joaquin Phoenix et Napoléon est trop importante, sans que rien ne soit tenté, fait, essayé au maquillage pour cacher cette différence d'âge. Et puis après, si vous avez vu Gladiator, personnellement, c'était très difficile de ne pas voir l'empereur commode, avec un peu moins de panache et qui parle moins. Voilà, c'est une catastrophe, hein. Et autant je suis pas fan de la caricature du Napoléon tout-puissant et omniscient du roman national français, autant on a là une belle vision du roman national britannique. Un homme médiocre, baladé par sa femme, irrespectueux, fourbe, d'une jalousie maladive, colérique, violent, un énorme beauf et un amant minable. Voilà, ces victoires militaires, comme elles sont montrées, ne reposent pas vraiment sur une science du combat et de ses armées, mais sur la fourberie. Oui, oui, oui. Voilà, pour il est montré exactement comme les Anglais l'ont toujours vu. Un petit homme médiocre et malsain, rien de mieux qu'un bandit corse boursouflé d'ego, pour reprendre les termes du film.
Voilà, et puis alors, comme je l'évoquais un peu avant, hein, les relations entre Joséphine et Napoléon, qu'on nous promettait comme étant centre du film, peut-être que si j'avais 14 ans, j'aurais trouvé ça intéressant, mais à titre personnel, les romans d'ados maladroits, violents et malsains, c'est pas tellement mon délire. La relation du couple impérial n'a pas toujours été sans tumulte, pour autant le résumé à ça est un non-sens absolu. Et pire que ça, le film repose sur les mêmes mécaniques. Sur la dizaine de tableaux que l'on voit de la vie des époux, on pourrait se dire que seulement 2 ou 3 apportent vraiment quelque chose. Les autres, c'est toujours la mise en scène de la romantisation de la toxicité, avec les mêmes procédés et uniquement le décor qui change. C'est quasiment tout le temps les mêmes scènes. Voilà, la construction des relations entre ces personnages a autant d'ambition que les deux personnages eux-mêmes. C'est médiocre. Je crois que c'est le mot-clé de ce film, médiocre. Quand on sait tout ce qu'il y a à raconter sur cette relation historique, j'ai un peu l'impression que c'est un enfant de 10 ans qui a écrit le film, après qu'on lui eut raconté l'histoire. J'allais vous dire, vraiment, je vous avais dit que j'allais être un peu plus grinçant sur cette partie. Voilà, je vous ai pas menti. Alors, faut-il voir Napoléon? Comme toujours, ce n'est pas à moi de vous dire quoi faire, mais sur ce coup, faites ce que vous voulez. Le film a des qualités, mais elles sont trop souvent gâchées par des défauts vraiment violents. Très franchement, quand j'ai vu ce film, j'ai perdu foi en Ridley Scott. Et pourtant, je l'avais gardé jusque-là. C'est vous dire à quel point j'étais fan du bonhomme. Et je ne sais plus du tout où il va. Voilà, je sais plus du tout ce que veut faire Ridley Scott, ou quoi que ce soit. D'ailleurs, si vous avez une idée dans les commentaires, dites-moi où Ridley Scott veut aller, selon vous, parce que moi, moi, j'ai rendu les armes et ça m'échappe. Voilà. À titre personnel, je suis pas sûr que remplacer la caricature du Napoléon saint homme de France irréprochable, remplacer ça par la caricature britannique du petit homme médiocre détestable, ce soit une meilleure idée. De manière générale, remplacer une caricature par une autre, c'est jamais bon. Mais c'est toujours l'enjeu de nos personnages historiques. Qu'est-ce qu'on en fait? Au regard des périodes antiques et médiévales, finalement, j'ai assez peu de connaissances sur la période napoléonienne. Pourtant, chaque fois que quelqu'un me dit qu'il faudrait clouer Napoléon au pilori ou le célébrer pour tel ou tel sujet résumé en 3 mots, je me rends compte qu'il y a bien plus à en dire qu'un jugement à l'emporte-pièce. Les choses sont passionnantes, à condition qu'on prenne le temps de s'y attacher et de chercher un petit peu. Autant je suis pas fan de la caricature nationaliste française, autant la caricature nationaliste britannique a aussi peu de sens et... c'est-à-dire aucun sens, quoi. Ensuite, peut-on dire que c'est du French bashing? Dans l'absolu, pas tellement, parce que cette narration n'est pas récente, et elle n'est pas pensée non plus, elle n'est pas construite pour occulter les Français. C'est bien le roman national britannique qui nous a servi sur un plateau. Ridley Scott a beau avoir un certain attrait pour la France, à mes yeux, il montre bien qu'il est toujours pétri de culture britannique, y compris dans ses idées reçues et son manque de recul. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on serait tous et toutes bien avisés de trouver le juste milieu entre les deux. Une forme d'honnêteté. Voilà, n'en déplaise à Scott, qui a déclaré dans les médias, entre autres dingueries, il a dit qu'on ne pouvait pas savoir qui était vraiment Napoléon, voilà. Mais bon, monsieur Scott, il y a quand même assez de sources historiques, d'études, de témoignages et de gens qui ont travaillé sur ce sujet pour avoir une vision assez claire sur ce que fut ce personnage. En tout cas, plus claire que le roman national britannique ou français. Et toutes les études sérieuses semblent assez formelles. Ce n'était ni un saint, ni un démon. Il a su profiter et provoquer des opportunités. Il était assez brillant par certains côtés et complètement médiocre par d'autres. Il n'était pas seul également, et était aussi entouré d'hommes et de femmes d'exception. Précisément celles et ceux que le film a tendance à occulter ou à ridiculiser. Le contexte historique a permis à toutes ces personnalités de faire cette aventure que fut la période de la carrière de Napoléon. Pour autant, Napoléon lui-même reconnut nombre de ses erreurs, de ses comportements hâtifs, il a reconnu ça lui-même lors de sa vie. C'est finalement là, à mon sens, que se trouve la clé de ce personnage, à la fois pour le comprendre, pour rendre l'histoire plus honnête. C'était qu'un homme finalement, voilà, avec son génie, mais avec ses comportements absurdes, avec ses bons côtés et ses mauvais côtés, ses bonnes et ses mauvaises idées, son influence, comme celle qu'il pouvait recevoir de la part de son entourage. Au final, rejeter Napoléon en bloc ou l'encenser sans recul, ça n'a pas grand sens. Être intéressé par cette période de changement profond pour l'Europe, la France et tous les personnages qui ont fait ces changements, ça ne doit pas vouloir dire occulter les mauvais côtés, mais ni les bons dans l'autre sens. Si 200 ans après sa mort, l'image de Napoléon fait encore couler beaucoup d'encre, et elle reste très clivante en France et dans le monde entier, quand même, je ne peux que vous inciter à essayer de chercher la nuance, à essayer de comprendre profondément pourquoi les choses ont été faites comme ça. Et en fait, souvent, quand on creuse un petit peu sous la surface, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus à en dire que des jugements à l'emporte-pièce. Juste avant. Au final, je suis persuadé qu'une figure de ce type peut bien plus s'inspirer aujourd'hui par son humanité, par sa capacité à la grandeur comme à la faiblesse, pour ses failles d'être humain qu'on a tous. Et pour autant, malgré ces failles, arriver à faire des choses qui sont pas dénuées de sens. Parce que c'est comme ça que nous sommes tous, et c'est ça qui nous amènera à réfléchir à nos propres vies, en comprenant celles qui nous ont précédés,
mais avec honnêteté, pour de vrai. Concernant Ridley Scott lui-même, pour paraphraser quelqu'un que je connais bien, Ridley Scott a fait Alien, puis Covenant quelques années après. Il a fait Kingdom of Heaven, et puis Robin des Bois, Les Duellistes, et maintenant ça. Avec le temps, il semble vouloir s'acharner à être une honte pour son propre moi du passé. C'est dur, mais je commence à être d'accord. D'ailleurs, j'ai évoqué Les Duellistes, si vous ne connaissez pas ce film, foncez le voir. C'est le premier film de Ridley Scott, et c'est vraiment une démonstration absolument brillante à la fois de cinéma et d'adaptation de l'histoire, avec un budget très réduit, de bonnes idées, des bonnes mises en scène, une réalisation simple et un soin porté aux détails, une approche symbolique particulièrement maligne. En fait, Les Duellistes, c'est un magnifique exemple que les bonnes adaptations de l'histoire n'ont pas besoin de moyens démesurés, d'idées incompréhensibles et de trucs délirants pour être de vraies réussites. Pas besoin de partir très loin. Et je conclurai sur une phrase trouvée dans une critique sur IMDb qui m'a été signalée pendant un live Twitch, parce que cette critique, je la trouve particulièrement pertinente. L'histoire est une invitée indésirable qui est passagère arrière dans le film de Monsieur Scott sur la vie de Napoléon. Et pour moi, en fait, elle est surtout attachée et bâillonnée dans le coffre, et ça me rend triste pour ce réalisateur qui me fit autant rêver. Et je suis vraiment triste pour de vrai, voilà. Allez, j'arrête là, j'espère que ces petits retours de film vous plaisent. Faites-vous votre propre idée si vous en avez envie, mais si le film ne vous tentait pas, ne vous forcez pas, ça ne vaudra pas le coup. N'oubliez pas de commenter, liker et partager la vidéo pour faire connaître la chaîne. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet, mais d'ici là, n'oubliez pas que l'histoire est vivante.